Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de ce temps que vous prenez déjà sur votre, souvent le temps du midi, votre activité professionnelle, pour continuer de vous informer. Pour les personnes qui n'ont pas fait, est-ce que ce serait possible de couper vos micros pour pas qu'il y ait trop d'interférences pendant le webinaire? À la fin, vous pourrez, il y aura un temps de questions. Donc, quand vous aurez une question à poser, vous pourrez soit le faire par écrit, soit en mettant votre micro. Et là, pour l'instant, si possible, est-ce que vous pouvez, je vais essayer. Merci beaucoup. Donc, j'ai préparé un PowerPoint et voilà, je vais partager l'écran pour le début. Et je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que là, j'en vois pas, mais c'est vrai que souvent au webinaire, il y a des personnes qui m'ont déjà vu en formation. Alors, donc moi, je m'appelle Rebecca Bardet, je suis kinésithérapeute depuis 2007 et je me suis tout de suite formée à la méthode Feldenkrais. Donc, j'ai suivi beaucoup de formations à cette méthode-là. Au début, je travaillais, ça va être très long pour mettre le partage d'écran, c'est pour ça que je vais prendre ça en même temps. Au début, je travaillais surtout avec des patients douloureux chroniques avec la méthode Feldenkrais. Et à la naissance de ma fille est née une grande prématurée avec des troubles neuro, même si c'était pas sévère, elle avait quand même des troubles neuro. Et avec un suivi kiné et j'ai pour moi en tout cas tel que je le faisais, j'allais voir pour aller voir des kinés spécialisés en pédiatrie, je devais faire 1 heure et demie de route aller, 1 heure et demie de route retour. J'ai essayé 3 ou 4 kinés différents et c'était trop limité, ça avançait pas assez. Et comme j'étais déjà formée à la méthode Feldenkrais, je suis allée voir des praticiens Feldenkrais spécialisés en pédiatrie. Et là, ça a tout de suite progressé beaucoup plus vite. Et les différents praticiens Feldenkrais que je suis allée voir pour ma fille m'ont tous conseillé d'aller faire une formation en Allemagne, que je suis ensuite allée faire. Après, avant d'aller la faire, cette formation en Allemagne sur la méthode Feldenkrais adaptée à la neuropédiatrie, j'ai fait tout un cursus en France sur la neuropédiatrie avec Blandine Moulis, avec le DU à Toulouse sur le dépistage et la prise en charge du nourrisson vulnérable. Et aussi un cursus avec l'IMP, pour ceux qui connaissent, c'est toutes les techniques d'intégration des réflexes archaïques. Et pour moi, il y a un vrai parallèle à faire entre la méthode Feldenkrais et les techniques d'intégration des réflexes archaïques, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. C'est vraiment des techniques neuromotrices pour agir sur la motricité et pas sur les levées de tension. Parce que voilà, avec le nourrisson, ouais, de manière générale, il y a plusieurs approches possibles. On peut, par exemple, tout ce qui est ostéopathie, tout ce qui est fasciathérapie, thérapie manuelle, chaîne musculaire, ça va agir sur l'équilibrage des tensions musculaires ou équilibrer le tonus, peut-être. Ça va aussi agir dessus, comme les techniques neuromotrices. Mais ça va pas agir sur la manière de l'enfant de bouger. Ça va pas lui permettre de développer d'autres schémas moteurs. Tandis que les techniques neuromotrices, ça va vraiment paraître. Mais enfin, moi, je me suis vraiment spécialisée là-dedans, avec plusieurs années de formation que en neuromotricité. Par contre, je travaille avec d'autres kinés et ostéos qui ont des autres approches sur les thérapies manuelles. Ça ne remplace pas les deux se complètent. En tout cas, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de vraiment la neuromotricité. Donc voilà pour ma présentation. Je crois que ça s'affiche toujours pas, mais ça va arriver. Voilà, donc aujourd'hui, je continue d'avoir une activité en kiné libérale et conventionnée. Donc, je continue de voir des enfants du coin. Par contre, je ne vois quasiment que des enfants avec des ALD, avec des affections de longue durée ou des enfants du réseau d'Occitanie, Cocon. Et à côté, je propose des séjours intensifs pour les enfants avec handicap neuromoteur. On fait beaucoup plus on fait 2 à 3 heures par jour d'individuel et d'autres activités. Alors, voilà, je vais remonter tout en du diapo maintenant. Est-ce que vous avez le format diaporama? Oui. Non, pareil, tout en... Quand il sera parti, ça ira mieux. Ah bah. Il y a un nouvel ordinateur qui arrivera demain. Je ne sais pas. Non, ça va. Là, vous l'avez plus en diaporama.
Voilà. Est-ce que vous avez un diaporama en grand écran? Non? Je peux plus mettre. Non, on va commencer comme ça, puis je pense qu'il va se réajuster. Donc là, le thème du jour, c'était sur la prévention des troubles du neurodéveloppement. Donc, on va juste commencer par redéfinir les troubles du neurodéveloppement. Là, je vais couper le micro. Je vais commencer par, voilà, on va redéfinir un peu les troubles du neurodéveloppement et ensuite, je vous expliquerai quel est le lien entre les bilans neuromoteurs des tout petits et l'apparition, le développement de ces troubles et quelle est la place du kiné dans la prévention de ces troubles et dans la prise en charge. Donc, les troubles du neurodéveloppement, c'est la période du développement de l'enfant. Avant même, c'est dès les 3 premières années de vie. Souvent, ils sont identifiés, enfin, encore trop tard en arrivant à l'école, lors quasiment toujours des signes précurseurs. En Occitanie, il y a tout un réseau, le réseau POCON, de périnatalité d'Occitanie, qui fait beaucoup de prévention autour de ça. Donc, c'est vrai que de plus en plus, il y a des médecins qui sont formés au dépistage précoce de ces troubles. Mais c'est très inégal en France, les prises en charge précoces et les formations. Voilà, donc ces troubles du neurodéveloppement, ils sont caractérisés par des déficits qui entraînent une altération du fonctionnement personnel sur le plan personnel, social, scolaire et ensuite plus tard professionnel. Ensuite, une autre définition qu'on entend souvent, c'est les troubles envahissants du développement. Je ne vais toujours pas se mettre en diaporama. Les troubles envahissants du développement, c'est quand il y a une altération, donc il y a systématiquement une altération qualitative des interactions sociales. Dans ces troubles envahissants du développement, on retrouve les troubles du spectre de l'autisme. Mais les TSA, c'est une petite part de ces TED. Donc il y a plein de terminologies très complexes. Donc si on revient sur les troubles du neurodéveloppement dans leur ensemble, ça parle de quels enfants? C'est très vaste. Ça parle des enfants avec paralysie cérébrale, qui ont juste une atteinte des voies motrices. Ça parle des enfants avec un handicap intellectuel, que ce soit pour une maladie génétique ou pour diverses raisons. Tous les troubles de la communication, les TSA, les troubles spécifiques des apprentissages. Donc, dysgraphie, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, difficulté, enfin voilà, tous les troubles liés à l'école. Les troubles moteurs, voilà, ça on en a parlé. Les déficits de l'attention, ça on en parle de plus en plus. Les TDA, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA ou TDAH. Voilà. Et après, des tableaux plus spécifiques à l'exposition de sites pendant la grossesse. Donc, il y a un rapport qui est très intéressant à lire si vous ne l'avez pas encore lu, de l'HS en 2020, qui est très complet, qui détaille tous les facteurs de risque. Il n'y a pas forcément les signes neuromoteurs précoces, le bilan neuromoteur de l'enfant. Par contre, il y a à qui il faut envoyer les indications, à quel âge il faut envoyer, quels sont les signes pour envoyer l'enfant vers un orthophoniste, un psychomotricien, un kiné, enfin voilà, quelle est l'équipe pluridisciplinaire est concernée pour prendre en charge ces enfants. Et c'est suite à ce rapport aussi que toutes les plateformes de coordination, les PCO, ont été mises en place. Donc, quand il y a une suspicion de TND, en général, la première chose à faire, c'est d'adresser l'enfant vers le médecin qui coordonne les soins au niveau du département, le médecin qui travaille à la PCO. Donc, les étiologies de ces TND, elles sont vraiment multiples. Il y a des facteurs génétiques,
qui influencent eux-mêmes sur le développement du cerveau, tous les facteurs pendant la grossesse, néonataux et postnataux, qui agissent aussi sur le développement du cerveau. Par exemple, un enfant qui naît prématuré, sans lésion cérébrale diagnostiquée, il n'aura pas le même développement au niveau du cerveau, il n'aura pas le développement cortical que dans le ventre de sa mère. Il ne sera pas soumis au même environnement et ça va largement influencer la maturation de ses centres nerveux. Pas toujours en sa faveur, même si l'environnement, maintenant, ils font de leur mieux et qu'après, on peut récupérer, voilà. Enfin, voilà, c'est des enfants qui demandent beaucoup plus d'accompagnement que lorsqu'ils naissent à côté, même s'il n'y a pas de lésion cérébrale. Eh bien, voilà, les facteurs environnementaux. Donc, les facteurs de risque pour le développement de troubles du neurodéveloppement. Donc, il y a la prématurité, même légère. Je connais plus les pourcentages, mais vous avez une étude Épipage 2 qui parle beaucoup de ça, une étude sur un regard à 6 ou 7 ans après la prématurité. Et il y a même à des prématurés de 34, 33, 34 semaines, on retrouve un pourcentage beaucoup plus élevé chez cette population d'enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc, les retards de croissance intra-utérin, tout ce qui est manque d'oxygène à la naissance, les anomalies de croissance cérébrale, ça peut être aussi les craniosténoses, un accident, voilà, tout ce qui va atteindre le cerveau à la naissance et la vulnérabilité psycho-affective. Dans le réseau de périnatalité d'Occitanie, il y a un programme qui a été mis en place pour le dépistage et la prise en charge précoce de ces nourrissons concernés par les TND, par tous ces TND. Il y a aussi certaines études, par exemple, qui montrent que chez les grands prématurés, il y a plus de TSA. Alors, parfois c'est un peu controversé, mais en tout cas, moi, je l'ai quand même souvent retrouvé. Et en Occitanie, donc, ils ont présenté un projet qui s'appelle Cocon, qui est pour l'instant à l'étude, qui sert de cobaye, entre guillemets. Donc, c'est des enfants qui sont inclus dans un réseau qui bénéficient de prise en charge pluridisciplinaire précoce dès la sortie de l'hôpital, avec de la psychomotricité qui est prise en charge, par exemple. Les kinés, aussi la cotation kiné, elle est plus valorisée parce que ce sont souvent des enfants qui ont besoin de 45 minutes de séance et pas seulement d'une demi-heure. Aussi, c'est des enfants qui demandent beaucoup plus de bilans et de réunions pluridisciplinaires. Donc, il y a ce réseau Cocon qui prend en charge tous ces enfants. Le seul facteur de risque, si l'enfant n'a que le facteur psychosocial, il ne peut pas être inclus dans ce réseau Cocon en Occitanie. Et il y a un autre projet, par contre, là, je ne sais pas dans quelle région, mais il faut regarder, qui est aussi à l'étude. Et si on marche, on prouve, si les professionnels concernés arrivent à prouver l'efficacité de cette prise en charge précoce, ce sera étendu au niveau national. C'est le programme Pégase. Donc, donc le projet Cocon et le programme Pégase, vous trouverez des informations sur Internet, hein. Et le programme Pégase, c'est le programme qui s'adresse aux enfants qui n'ont que le facteur de risque vulnérabilité psychosociale. Donc, ça peut être des enfants, par exemple, si la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est bien passé, mais il y a des violences connues dans la famille ou des expositions à des drogues ou des pathologies psychiatriques. C'est des enfants qui peuvent être inclus dans le programme Pégase avec des interventions précoces de kiné, psychomote, orthophonie selon les besoins, hein, selon l'évaluation de Pégase. Donc voilà pour la présentation des deux réseaux qui agissent vraiment sur la prévention, le diagnostic, le repérage et la prise en charge des TND. Donc il y a 2 livrets aussi que vous retrouverez en ligne. Qui est plus là sur le diagnostic, tout ce qu'un enfant, toutes les étapes du développement neuromoteur et quand est-ce qu'il faut alerter. Donc, il y a un livret sur les enfants entre 0 et 7 ans et un livret sur les enfants entre 7 et 12 ans. Et encore une fois, l'intérêt, c'est vraiment de le repérer entre 0 et 3 ans. Vraiment, ça change tout. On change tout. Donc, quel est le lien entre la motricité du nourrisson
et le développement des troubles du neurodéveloppement. Donc, au niveau scientifique, au niveau de la littérature, on retrouve des articles, des études qui parlent qui mettent en évidence des liens entre des anomalies légères au niveau des mouvements généraux et le développement des TND. Des anomalies sévères au niveau des mouvements généraux, c'est largement en faveur de lésions du système nerveux central. Des anomalies légères, ça peut donner suite à aucun trouble, mais chez les enfants, chez les nourrissons qui ont des anomalies légères, il y a plus d'enfants plus grands qui ont des TND que dans la population, que chez les nourrissons qui n'avaient aucun trouble des mouvements généraux. Pour ceux qui connaissent pas les mouvements généraux, là, tout ça, ces articles-là, on vous les enverra si vous voulez, je les enverrai à Kineo Formation. On les retrouve, vous retrouverez un rapport de conférence très intéressant aussi en ligne. Les mouvements généraux, c'est l'étude de la motricité, c'est-à-dire que quand le nourrisson naît entre 0 et 3 mois, il bouge, il y a tout le temps un flux continu de mouvement. Et ce flux continu de mouvement, il est généré par une certaine zone du cerveau. Donc le flux continu de mouvement, il dépend de la maturation de cette zone du cerveau et du bon fonctionnement de cette zone du cerveau. Et bien sûr, l'environnement va influencer aussi sur l'expression de ces mouvements généraux. Et l'étude des mouvements généraux, elle va étudier la complexité des mouvements du nourrisson. Alors, en général, on va dire qu'une motricité, elle va être belle et harmonieuse quand les mouvements ils seront riches, variés dans l'espace, dans les 3 plans de l'espace. C'est-à-dire que le nourrisson, que ce soit au niveau de l'axe ou des membres, il va combiner les 3 plans de l'espace. Il va combiner des mouvements autant en flexion, en extension, en inclinaison, en rotation, sans favoriser l'extension ou sans favoriser une inclinaison ou sans oublier l'un des plans. Souvent, le plan qui est oublié, qui est moins utilisé, c'est le plan de la rotation, quand il y a des troubles légers, des mouvements généraux. Et il va aussi étudier dans le temps l'expression de ces mouvements, la variabilité de ces mouvements dans le temps. Est-ce que c'est beau à regarder avec un début et puis une fin progressive du mouvement? Est-ce que c'est des mouvements saccadés? Est-ce que le nourrisson, il est tout le temps dans le même rythme? Est-ce qu'en fonction de ses phases d'éveil, il y a différents rythmes? Voilà, les mouvements généraux, c'est des formations à part entière sur plusieurs jours de formation. C'est très complexe, mais ça va étudier tout ça, et que entre 0 et 3 mois. Et c'est vraiment fait à l'origine pour dépister la paralysie cérébrale. Et puis maintenant, on se rend compte aussi qu'il y a quand même un lien avec les autres troubles du neurodéveloppement. Donc voilà pour entre 0 et 3 mois. Après, ces mouvements généraux, ils vont disparaître petit à petit parce que c'est la motricité volontaire qui va prendre le dessus. Dans les mouvements généraux aussi, ce qu'on va chercher à repérer, c'est les mouvements anormaux. Et les mouvements anormaux, là, c'est vraiment typiquement en lien avec les atteintes des voies centrales. Ensuite, quel est le lien entre la motricité du nourrisson et l'émergence des TND? On retrouve aussi des articles, mais là qui sont faits plus chez les enfants plus grands. Il y a un article, par exemple, que j'ai retrouvé sur une étude qui remarque qu'à l'âge scolaire, les enfants qui ont un réflexe tonique asymétrique du cou qui n'est pas encore intégré. Donc, le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est le réflexe du bébé qui se met en position de l'excrémum. S'il regarde à droite, le bras droit est allongé, la main gauche est plutôt vers la bouche, et le bébé passe d'une position à une autre. C'est le réflexe de la plagiocéphalie qui se manifeste de manière atypique dans la plagiocéphalie, parce que s'il y a un plat que d'un côté, le bébé il va regarder plus d'un côté que de l'autre, et il va pas alterner de la même manière les asymétries, souvent aussi sur une position de l'axe qui est atypique. Donc c'est le réflexe de la plagiocéphalie et du corticolis congénital. Et il y a une étude qui met en valeur qu'à l'âge scolaire, à partir de 6 ou 7 ans, les enfants qui ont un réflexe tonique asymétrique du cou qui n'est pas encore intégré ont plus de difficultés scolaires. C'est pas systématique, mais ils sont beaucoup plus prédisposés à développer des troubles de l'écriture, de la concentration et de la lecture. Et quel est le lien entre ce réflexe tonique asymétrique du cou et les troubles des apprentissages?
c'est qu'un enfant, donc, normalement, vers 4 mois, la coordination entre le regard, la position de la tête et les membres, elle est censée être entièrement régulée. À 4 mois, le bébé, il attrape les objets, il les met à la bouche, il est capable d'amener ses 2 mains jointes dans l'axe et de tourner la tête sans que ses bras ne bougent. Si le réflexe ne s'intègre pas entièrement, ça veut dire qu'à l'école, quand l'enfant il tourne la tête à droite, ses bras, ils ont envie de faire ça. Même s'il va contrôler un minimum les mouvements, ça va lui demander beaucoup plus d'attention, de vigilance, de rester assis, alors qu'il doit regarder un tel qui parle à gauche, quelque chose, un bruit qui passe à droite, la maîtresse au tableau. Il y a d'autres réflexes qui sont aussi en lien avec le tonus du tronc et le regard de haut en bas. C'est le réflexe tonique symétrique du cou. Ce réflexe est très typiquement en lien avec les troubles des apprentissages aussi. Et ce réflexe tonique asymétrique du cou, comme il joue beaucoup sur la direction du regard par rapport aux membres et à l'axe, et le réflexe tonique symétrique du cou, c'est quand l'enfant est à 4 pattes et qu'il regarde devant et qu'il regarde au sol, c'est 2 réflexes qui jouent énormément sur la maturation du regard. C'est-à-dire que la vision binoculaire, un enfant ne naît pas avec une coordination avec la vision binoculaire. Cette vision, elle mûrit pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. C'est-à-dire qu'au début, l'œil droit va avoir une image, l'œil gauche va avoir une image. Entre 0 et 6 mois, quand toutes ces coordinations elles se mettent bien en place, le cerveau il va apprendre à ne voir qu'une seule image. Ça, c'est la vision binoculaire. Et quand ce réflexe tonique asymétrique du coup ne se développe pas correctement, cette vision elle va se développer de manière atypique. Et de la même manière pour le réflexe tonique symétrique du cou, c'est quand l'enfant il a 4 pattes et qu'il passe du temps à regarder devant soi, à aller chercher, à aller regarder un grain de poussière au sol, à aller voir un détail au sol, puis à repartir à regarder l'espace autour de soi. L'enfant il va passer du temps à avoir une vision élargie, un champ visuel large, à une vision plus focalisée. Et ça, toute cette phase à 4 pattes ou sur le ventre, elle est très précieuse pour ce passage d'une vision plus élargie à une région focalisée. Et quand l'enfant il n'a pas suffisamment développé cette vision qui passe d'un champ visuel large à plus restreint, c'est très difficile pour lui aussi à l'école de passer du tableau à la feuille. Et en plus, s'il n'a pas développé toutes ces coordinations différentes entre la tête et le dos. Donc, il y a plein de réflexes différents qui jouent qui influencent les coordinations tête-dos. Je ne vais pas tous vous les citer maintenant, mais ça veut dire que à l'enfant à l'école, quand sa tête bouge, son dos, il va avoir envie de faire ça, il va avoir envie de faire ça. Quand il y a des réflexes, par exemple aussi, quand les abdos bougent dans le dos, des enfants qui vont pas supporter les étiquettes, ça c'est le réflexe de Pérez ou le réflexe de Galland, et c'est des réflexes qui vont souvent donner des enfants qui gigotent tout le temps. Et ça, j'imagine que vous avez tous des exemples comme ça. Donc voilà pour le lien entre la maturation des réflexes et les développements des troubles du neurodéveloppement. Après, il y a encore pas très peu d'études sur le sujet. Sur les réflexes eux-mêmes, c'est la seule que j'ai retrouvée entre donc le réflexe tonique asymétrique du cou et les troubles des apprentissages. On en trouve, j'en ai trouvé un article aussi sur les réflexes et la scoliose. Il n'y a pas mis de lien évident, il met juste qu'il faudrait plus de recherche sur le sujet. Après, par contre, on retrouve beaucoup plus d'articles sur les atypies motrices et neuromotrices chez les enfants avec TSA et avec trouble du. Donc ça, pareil, c'est des articles que vous pouvez recevoir, que j'enverrai à Kiné Formation. Et très souvent, pour ces enfants-là, c'est des atypies motrices qui n'ont pas été repérées plus tôt. Moi, je ne sais pas si vous envoyez des enfants qui arrivent à 6 ou 7 ans. Moi, j'envoie dans le cadre des consultations sur les réflexes. Quand on fait un questionnaire entre 0 et 3 mois, il y a eu une marche à 3 pattes, ou un enfant qui s'est mis debout et qui a marché très vite, qui n'a pas développé toutes les étapes. Enfin, il y a quasiment systématiquement. Pour l'instant, j'ai vu 0 enfant avec un développement, une première année qui s'est déroulée normalement et avec des TMD après. On n'est pas encore vu. Et peut-être.
Donc, quelle est la place du kinésithérapeute dans la prise en charge de ces troubles? Donc, selon l'HAS, l'indication en kinésithérapie, elle est vraiment à faire quand il y a des troubles du tonus, donc tous les bébés en hyperextension, tous les bébés hypotoniques, les enfants hypotoniques ou dits hypertoniques. Donc tous les troubles du tonus, le développement de la motricité, donc les coordinations, un enfant qui a du mal à tenir son crayon. Ce sera bien sûr aussi une indication de psychomotricité ou d'orthophonie, mais on est tout à fait légitime pour intervenir. En tout cas, ça fait partie de nos compétences qui seront complémentaires de celles de la psychomotricité et l'orthophonie. Parce que très souvent, l'enfant qui n'a pas eu de prise en charge plus tôt et qui va être pris en charge que à l'arrivée à l'école, avec l'orthophoniste et la psychomotricienne, ils vont faire tout un tas de choses qui est très nécessaire et qui vont aider l'enfant, mais ils vont pas agir directement sur la régulation de ses tensions et sur la régulation de ce schéma moteur. Alors que je pense en kiné, on a un regard beaucoup plus spécifique dessus. Après, il y a certains psychomotriciens qui le font très bien aussi. Hein. Moi, je ne crois pas du tout en ces histoires de concurrence, mais en tout cas, pour moi, on ne pense pas assez souvent à la kiné chez les enfants qui sont dépistés tard, alors qu'on devrait agir plus avec les psychomoteurs orthophoniques. Alors, la prise en charge en kinésithérapie de tous ces troubles. Alors, moi, là, voilà, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc, on parle beaucoup d'approche neuromotrice pour influencer la maturation de la motricité volontaire. Il y aura toujours un guidage parental. Notre rôle de kinésithérapeute sera aussi le dépistage et l'orientation vers d'autres prises en charge. Là, j'en parlerai un peu moins dans ce webinaire, mais on en parle beaucoup plus en formation. Souvent, moi, voilà, relayer le plus rapidement possible quand c'est nécessaire, parce qu'ils ont des délais de prise en charge qui sont très longues, au CMP ou moi, la pédiatre qui a agi à la PCO de l'Ariège. Après, là, je l'ai pas noté, mais ça fait bien sûr partie des techniques kiné. C'est aussi toutes les techniques manuelles pour détendre, l'ostéopathie, les chaînes musculaires de Busquet, toutes ces techniques-là. Elles sont nécessaires. Après, c'est pas la première intention pour moi pour ces enfants-là. Et en tout cas, c'est pas suffisant. Parce que souvent, elles sont assez connues, mais elles vont pas agir sur la régulation des réflexes archaïques. Par contre, moi, quand je suis ces enfants-là, je cherche toujours à voir s'il y a besoin en plus de thérapie manuelle. Et j'oriente vers les professionnels qui font ça. Donc, la prise en charge neuromotrice. Donc, c'est toutes les techniques. Voilà, on a parlé de Bobat. Moi, je travaille avec la méthode Feldenkrais. Il y a les techniques d'intégration des réflexes archaïques, mais il en reste deux. Ce sont toutes les techniques qui facilitent l'émergence d'une motricité volontaire riche, harmonieuse, équilibrée, fluide. Donc, les techniques c'est tous les guidages de la motricité à travers les niveaux d'évolution motrice, les techniques d'intégration des réflexes archaïques. Alors là, j'ai mis les techniques de levée de tension parce que c'est vrai que parfois, par exemple, il y a un réflexe tonique labyrinthique du coup, qui génère énormément de tension sur toute cette chaîne, méningée, sur toute la chaîne postérieure, et il y a besoin de techniques manuelles en plus, même pour agir sur les réflexes. Et bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup la guidance parentale. Et ça, c'est énorme, très, très important à inclure dans nos traitements parce que on a beau avoir là, j'ai fait ça pour caricaturer, mais je pense pas. Même si on avait des outils magiques, des mains magiques, si l'enfant il repart dans son environnement et qu'il reste en transat ou un environnement qui est hyper stimulant par rapport à des hypersensibilités que l'enfant a, ça changera pas grand-chose. Donc, l'accompagnement des parents, pour moi, c'est la moitié du traitement. Maintenant, on va parler de cas cliniques. Alors, je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir faire ce diaporama. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça. Mais après, aujourd'hui, ouais. Alors, Gaëtan. Gaëtan, c'est un petit enfant que je continue de voir. Je l'ai vu à la sortie de l'hôpital, ce petit garçon. J'ai pris des films de lui, c'est des films que je montre en formation parce qu'ils sont très typiques d'un enfant avec paralysie cérébrale.
Il y a une motricité, une motricité, les mouvements généraux qui sont très nettement anormaux. Après, c'est un enfant qui a bien évolué, hein, qui a eu énormément de kiné la première année, et puis qui était beaucoup plus lent à réagir aux techniques kiné. Et puis, c'est un an, la maman, elle en a eu assez. Puis, c'est un an, il se mettait debout, on voyait qu'il allait marcher, donc elle comprenait plus tellement l'intérêt. Puis, après, voilà, il n'y a pas, moi, avec la pédiatre, vu qu'elle continue d'être suivie par la pédiatre, on s'est dit, on va pas lui faire peur. Moi, j'ai dit à la pédiatre, cet enfant, pour moi, il y a un fond tonique qui est pas, à l'époque, on savait pas trop comment ça allait évoluer, hein, mais il y avait clairement quelque chose de neuro. Donc, je lui ai dit, moi, je suis partie en congé parental pendant 2 ans. Et quand je me suis réinstallée, l'enfant est revenu avec des dystonies. Et quand il est revenu, voilà, il avait beaucoup de mal à parler à cause de ses dystonies. C'est un enfant qui rentrait à l'école. Il avait plusieurs réflexes qui n'étaient pas intégrés. En neurologie aussi, ces réflexes sont beaucoup plus longs à s'intégrer. Là, c'est un enfant chez qui le travail sur les réflexes a bien marché. Après, parfois, même, voilà, il exige toujours un peu ses réflexes. Il faut toujours les réguler un peu en continu. Ça dépend beaucoup des enfants. En tout cas, à 3 ans, il n'arrivait pas à courir, il n'avait pas à sauter, il arrivait bien à tenir le crayon. Par contre, il était très gêné pour l'élocution. Et puis, il avait tout le temps des mouvements de langue très, très, très bizarres. Il s'agrippait tout le temps, il était très, très crampé au niveau des mains et des pieds. Donc, c'était clairement des dystonies d'origine extra-pyramidale. Voilà, donc ça, c'est souvent à la naissance, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais au niveau des mouvements généraux, ça se voit, il y avait quelque chose, des atteintes de voie cérébrale. Après, chez cet enfant-là, comme il a toujours suivi les prises en charge, les pédiatres n'ont pas fait d'IRM parce que la maman était très consciente quand il y avait des dystonies, elle a tout de suite consulté. Enfin, voilà, et elle comprend bien, on leur a dit qu'il y avait des séquelles neurologiques, mais qui, pour l'instant, l'enfant, il a très bien récupéré. Enfin, il y a toujours un terrain de fond, mais ça se rééquilibre plutôt bien et il grandit très bien, il arrive à courir, il arrive à sauter, ça se passe bien à l'école, mais il aura besoin de kiné peut-être à vie, en tout cas pendant toute sa croissance. Et en tout cas, on a largement limité le, le fait qu'il soit tout le temps pris en charge en kiné et en psychomotricité. Je pense qu'on a largement limité l'évolution des troubles et aussi la répercussion sur d'autres sphères que moteur. Parce que là, pour l'instant, il est gêné que sur le plan moteur. On va parler d'autres enfants avec des tableaux différents. Donc Sacha, voilà, ça c'est très typiquement un enfant qui peut être très très vite négligé, qui peut passer à la trappe. Sacha, c'est un enfant que j'ai vu à 5 mois pour une plagiocéphalie très très sévère. En fait, il avait déjà fait de la kiné avant, dans un cabinet qui était absolument pas formé en pédiatrie. Il avait fait 20 séances de kiné. Pour une plagiocéphalie, c'est énorme, énorme. Et ça n'avait servi à rien. Il tournait toujours la tête que du même côté, mais comme il avait la tête complètement déformée, allongée sur le dos, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'ai vu 2 ou 3 fois, et les parents n'ont pas voulu continuer, ils ont voulu payer le casque et arrêter la kiné. Alors que même la pédiatre leur a dit qu'il fallait faire casque. Enfin, c'est eux qui ont choisi le casque, et puis à ce stade-là, peut-être que c'était nécessaire. Ça, je sais pas, c'est le seul enfant que j'ai vu avec une plagiocéphalie aussi grave. En tout cas, ils ont choisi d'arrêter la kiné. Et ensuite, j'ai eu des nouvelles, voilà, c'est 3 ans. Donc, c'était un enfant qui a repris la psychomotricité plus tard, avec un retard du langage, avec une hypotonie, avec des difficultés à l'école, des troubles de régulation tonico-émotionnelle. Et ça, très clairement, c'est pour moi, alors je ne saurais jamais si ça aurait pu être évité ou pas, mais en tout cas, ces troubles n'en seraient pas vraiment là s'il avait eu une prise en charge correcte au début. Et après, on pourrait pas dire que c'est que les parents, parce qu'ils ont quand même fait 20 séances. Ils étaient adhérents au traitement. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont cru que ça servait à rien. Alors, voilà un autre type de profil. C'est un enfant, alors je me souviens plus très bien comment il est né. C'est pas moi qui l'ai vu bébé, j'étais en congé parental. Voilà, une naissance très rapide. C'est quelque chose qu'on peut avoir souvent dans les naissances très rapides, des réflexes qui n'ont pas le temps de mûrir correctement à la naissance.
d'être sollicité. Donc l'enfant, quand il naît, il est vraiment acteur de son processus et ses réflexes vont l'aider à sortir du ventre de sa maman. Et si avec des naissances trop rapides ou pour d'autres types de naissances, ça va vraiment influencer la maturation de ses réflexes. En tout cas, cet enfant-là, quand il est arrivé à 3 ans, il y avait c'était un enfant qui tenait pas en place. Et déjà, dès la crèche, on avait prévu les parents qui s'en rendaient très bien compte, qui tenaient pas assis 5 minutes. Voilà, un enfant très intelligent. Et au bilan kiné, il y avait beaucoup de réflexes qui n'étaient pas du tout intégrés. Alors, à 3 ans, on a pu faire des choses. Après, à 3 ans, c'est un âge, c'est peut-être l'âge le plus difficile, mais ça, je crois que je vous connaissais en cabinet. Et j'ai prévenu les parents qu'il faudrait sûrement revenir dessus à 4 ou 5 ans, que ça suffirait pas. On a fait ce qu'on pouvait, hein. Déjà, il arrivait à tenir assis, il arrivait à varier ses positions assises. Il y avait déjà, voilà, il arrivait à faire du 4 pattes, alors qu'avant, le 4 pattes, il n'en faisait pas du tout. On a quand même contribué à installer des bases, mais il faudra revenir dessus à un âge où il faut encore plus d'exercice. Donc ça, clairement, c'est pour la prévention. Alors, je ne sais pas si c'est dans les troubles de l'attention, je pourrais jamais dire si c'est que un problème. Je pense pas que ce soit que un problème de réflexe, et je sais pas si c'est ce que ça fait à cet enfant. En tout cas, c'est clairement dans la prévention des troubles scolaires. Maintenant, Ethan naît à 30 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est un enfant qui a été inclus dans le réseau Cocon. À l'époque, c'était Petit. Son grand frère avait eu la même naissance, au même terme. Il avait 6 ou 7 ans quand il venait en consultation. Et c'était un enfant qui était avec une AVS à l'école, qui manquait énormément de confiance en lui, qui se dévalorisait tout le temps, qui se croyait bête, alors qu'il n'était pas du tout. Et sans parents ses parents ne disaient jamais des choses, j'ai jamais entendu ses parents l'humilier, hein, ça venait, non, j'avais pas l'impression que ce manque d'estime de lui venait de maltraitance, entre guillemets. Et en tout cas des vraies difficultés scolaires. Et le petit Ethan, c'est aussi un enfant que je montre dans une formation. Quand il bouge petit, il est complètement perdu dans l'espace, complètement éclaté, dans un réflexe de mots permanent, les yeux complètement écarquillés, une motricité pas du tout organisée, très saccadée. Voilà, enfin, rien qu'à voir, on a envie de le prendre et de l'envelopper. Donc ça, comme c'est un enfant qui a été pris en charge très tôt, il a plutôt bien évolué, mais on imagine très bien son grand-père avec la même motricité. Par contre, lui, il a été pris en charge qu'à 4 ans. Il n'y avait pas encore tout ce système de prise en charge précoce qui était en place. Alors, un autre petit garçon que j'ai vu récemment, Hippolyte, qui est né à terme avec une hypoxie néonatale, qui a été suivi en psychomotricité et en kiné dès la sortie de l'hôpital pendant 1 an. Là, les parents m'ont rappelé parce que moi, c'est pas moi qui l'ai suivi, hein, parce qu'ils étaient un peu loin de chez moi. Et là, ils m'ont rappelé parce que, alors, leur seul motif pour me rappeler, c'était que l'enfant n'arrivait pas à accepter les contacts sur le visage. Et ils avaient beaucoup de mal au quotidien à faire les soins, la toilette, c'était des crises monumentales. Et quand j'ai vu l'enfant qu'une fois, mais alors quand j'ai vu arriver l'enfant, c'est typiquement l'enfant avec à risque de troubles du neurodéveloppement. Un axe très rigide. C'est pour ça que pour moi, je tiens beaucoup à dire aux kinés, les kinés, on n'est pas là du tout que pour faire marcher les enfants. C'est vraiment, enfin, pour certains enfants, ça va être un grand axe de travail, mais la majorité, ils marchent sans notre aide et nous, on agit vraiment sur autre chose que ça. Enfin, on a autre chose à apporter à l'enfant que la marche. Donc cet enfant, il avait un axe très rigide. Des hypersensibilités vestibulaires, tactiles, auditives. Il était très, alors des parents vraiment tranquilles, attentionnés, hein, mais au niveau sensoriel, c'est un enfant qui avait subi beaucoup de soins douloureux, beaucoup de choses à la naissance, et c'était vraiment le tableau typique d'enfant qui avait vécu plein de discriminations à l'hôpital et qui a développé des troubles sensoriels à cause de son hospitalisation. C'est très fréquent. Donc là, voilà, il y a tout un travail à faire sur la sensorialité avec cet enfant et qui fait avec moi et avec l'orthophoniste, puisqu'il vaut aussi l'orthophoniste pour les troubles du langage. Et pour moi, ces troubles du langage sont directement en lien avec les troubles de son tonus de l'axe. Parce que toutes ces difficultés d'élocution, de placement de langue, viennent vraiment de sa régulation posturale. Et il y a encore un gros travail à faire avec cet enfant. Voilà.
Donc là, j'ai fini pour les quelques cas cliniques que je voulais présenter. Les liens utiles, j'ai pas, faudrait que je la complète, la bibliographie, mais ça, je l'enverrai à SSK qui vous l'enverra avec le webinaire, avec le replay du webinaire. Là, si vous voulez, on peut prendre un temps pour, j'arrête le partage d'écran, qui n'est pas de grande qualité aujourd'hui. Et on peut prendre un temps pour les questions. Si vous avez envie de parler d'enfants, si vous avez des questions techniques ou autres sur ce dont je viens de parler, voilà, c'est le moment. On voit que mon ordinateur est encore en grande difficulté. J'espère que la connexion, vous l'avez quand même. Par rapport à les formations sur le réflexe archaïque, c'est clair que c'est quelque chose qui m'a intéressé un peu plus cette année, en ayant quelques enfants qui vraiment, qui n'avaient pas certains réflexes qui n'étaient pas. En fait, j'avais une jeune fille de 14 ans où sa maman, elle avait consulté quelqu'un qui n'était pas un kiné pour développer davantage et euh, faire approprier certains mouvements qu'elle n'avait pas, les réflexes qui n'étaient pas bien intégrés. Et ça commençait à m'intéresser davantage. Mais au niveau de formation, comment et où on peut aller ouais, pour s'intéresser plus dans ça, pour se former davantage? Ah, ça y est, ça marche? Ça Ça y est, marche. je crois que ça... Pardon, vraiment désolée. Merci de votre patience. Oui, Catherine, c'était une question pour les réflexes? Donc, vous avez entendu les questions ou pas? Ça a bloqué quand j'ai posé les questions. Non, ça a bloqué. J'ai compris que c'était pour les réflexes et après, ça a bloqué. Donc, du coup, moi, j'ai l'exemple d'une jeune fille que j'ai vue de 12 ans, euh, Oui. qui était dans la classe de ma fille, en fait. Donc, du coup, je savais qu'au niveau d'intégration scolaire, c'était compliqué pour elle. Elle a plein de 10. Et même dans les relations, elle avait des grands troubles de rentrer dans les relations sociales avec les copines. Et donc, elle est venue pour moi juste tout simplement pour renforcement musculaire des genoux. Sauf que je voyais que partout au niveau de coordination neuromotrice, il y avait des soucis. Et à la fois aussi, elle a consulté quelqu'un qui n'était pas une psychomotricienne, mais qui voulait traiter en fait les troubles de réflexe archaïque qui n'étaient pas intégrés. Mm. Et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout là où je travaille, il y a quasiment personne qui travaille ça en tant que kiné. Et dans le sphère neurodéveloppement aussi, il n'y a pas de kinés qui sont dedans. Donc, je me dis, tiens, si je voulais former davantage dans ce domaine, où et comment se faire? Alors moi, c'est des techniques que je montre beaucoup. En fait, moi, dans mes formations, en présentiel, je parle des techniques d'intégration des réflexes pour les nourrissons entre 0 et 2 ans. Et en ligne, j'ai une formation sur ces techniques d'intégration des réflexes pour les 2 à 8 ans. Donc moi, je les ai vraiment adaptées à la pédiatrie sur les enfants parce que quand je suis allée me former à ces techniques-là, là, je pourrais pas dire, hein, enfin voilà, je parlerai pas. Mais quand je suis allée me former auprès d'un autre organisme à ces techniques-là, ils montrent que pour les adultes, avec des techniques où il faut tenir tant de secondes, où il faut vraiment être complètement adhérent au traitement, comprendre pourquoi ça marche. Clairement, si on fait ces exercices-là avec un enfant de 3 ou 4 ans, c'est impossible. Donc voilà, donc pour les adultes, moi c'est des formations que je ne fais pas parce qu'il y en a beaucoup en France. Par contre, dans mes formations, j'ai vraiment adapté aux enfants. C'est mieux aussi là où on est dans la neuroplasticité de tout petit. Et avec Oui, l'expérience, savoir que les enfants qui restent pas en place, qui bougent en permanence, de pouvoir
Ouais. travailler avec les difficultés là, c'est... Oui. Et puis surtout quand on est kiné spécialisé en pédiatrie, c'est là où on peut agir le plus tôt. Enfin, c'est là où c'est le mieux. Mais c'est clair quand si vous faites du nourrisson, c'est vraiment chouette. Et puis plus on travaille, plus on est connu localement pour ça. Moi, je vois qu'il y a des parents, même s'il y a certains médecins qui sont pas encore formés à la prévention précoce, c'est les parents qui demandent à venir Oui, juste pour un bilan. d'accord. Et ça, c'est génial. Je suis hyper contente quand les parents ils viennent pour un bilan parce qu'il y a un petit réflexe de Moro. C'est pas grand-chose, mais à cet âge-là, c'est tellement rien de le réintégrer. Oui. Et là, c'est clair que moi, j'ai aussi un petit qui est né 6 semaines prématuré, problème génétique, crise d'épilepsie, le cancer, c'est pareil. Là, maintenant, il vient juste d'avoir son premier anniversaire, donc il n'est pas tout à fait 1 an l'âge corrigé. Mais les deux, ils ont des gros problèmes d'hypotonicité. Oui, Donc, grande sœur incapable de contrôler la position de sa tête, suivant sa lâche au niveau des extenseurs, ça tombe. Au niveau des techniques, je cherche à travailler pas juste l'autre kiné qu'elle avait, elle travaille que dans la position ventrale, qui était catastrophique parce que elle travaille que dans la position ventrale. d'accord. Donc, tant qu'elle n'est pas le retournement, ce qu'elle a toujours pas, en fait. Elle bougeait pas de cette position sur le ventre. Mais Hmm. quand pour le petit, au niveau de tonicité, quand elle était aplatie, ça relevait pas le tonus non plus. Oui. Donc, du coup, je dis, est-ce qu'il y a des astuces là pour les tout petits? Moi, j'essaie d'être un peu plus en assis, incliné avec un soutien derrière quand je veux travailler les bras, Oui. amener vers le milieu. Alors c'est là où moi clairement la méthode Feldenkrais elle m'a énormément aidée avec ces enfants-là. La formation en Allemagne c'est vraiment là où j'ai appris à travailler en neuropédiatrie avec les enfants qui ont des vrais troubles neuro. Sinon je pense que enfin, voilà avant j'étais très beaucoup moins efficace. Et pour aller stimuler le port de tête en Feldenkrais on travaille beaucoup sur la mobilité des omoplates. Moi je me souviens d'un tout petit qui est arrivé à 7 mois et qui avait eu de la kiné avant, hein, qui a des hémorragies, qui a eu des hémorragies cérébrales à la naissance. Et pendant 7 mois, il n'y avait aucune émergence de son port de tête. Et moi, dès la première séance, j'ai cherché à stimuler des réactions qu'il avait. Alors, j'ai pas mis sur le ventre parce que sinon, oui, sur le ventre, c'est complètement inconfortable. Par contre, je l'ai mis dans mes bras sur le ventre et chercher à reculer ses omoplates, à voir si quand je reculais une omoplate, l'autre omoplate, les deux, j'essayais de voir s'il y avait une toute petite réponse dans sa tête. Et si ça stimulait ou pas le tonus des extenseurs. Et dès la première séance, il y a eu des réponses. Et du coup, c'est à partir du moment où il y a une réponse motrice, on peut l'accompagner à mûrir. Après, parfois, il n'y a pas de réponse dès la première fois. Il faut quand même continuer d'aller les chercher. Mais il y a plein de moyens d'aller chercher ces extenseurs sans même laisser l'enfant s'écraser sur le ventre. Mais ça, c'est des techniques que je montre en présentiel, c'est quand même très spécifique. D'accord. Oui, donc, c'est intéressant. Le petit frère, il avait un tonus plus d'extenseur quand je l'ai pris, qui se relâchait maintenant. Donc, du coup, il avait plus du mal après, bon, après peut-être 6 mois. Ça Oui, s'est calmé. Le psychomotricien, elle travaille beaucoup aussi. Donc, c'est chouette, il travaille bien euh, pour essayer de calmer, pour globaliser, pour cocooner, pour oui, mettre bien en flexion. Donc, ça, c'est beaucoup plus calmé jusqu'au point où sur le ventre, il avait un peu plus de mal, même à relever. Là, le retournement, on commence à pouvoir travailler pour pouvoir avoir un appui sur l'avant-bras, libérer l'autre. Mais c'est vraiment variable, hein. Il y a des jours où ça va très bien, d'autres jours où il est complètement claqué. avec l'épilepsie, ça les fatigue beaucoup. Voilà, je laisse la place aux autres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, partager des cas cliniques? On voit un micro qui s'est débranché. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Euh, je m'appelle Pénélope, j'ai pas noté le nom quand Oui. je me suis inscrite. Moi, j'avais plus une question sur ces histoires de développement moteur. Je m'occupe pas du tout des enfants, mais Mhm. je vois que le fait de pas passer à quatre pattes peut engendrer pas mal de choses. Et j'ai Oui. le cas j'ai souvenir d'un enfant comme ça qui est passé très vite debout. Mhm. Mais du coup, comment on fait pour travailler sur
sur ces enfants-là qui ont qui ont 1 an et demi, qui sont déjà debout, et est-ce qu'on passe par Alors, le jeu, par autre chose pour les faire repasser à 4 pattes? Est-ce qu'il y a un intérêt à passer par là, ou est-ce que... oui. Quand l'enfant il est en début de marche, en général, ils ont plus du tout envie d'être à 4 pattes. Ouais. Donc moi, je cherche à travailler les mêmes fonctions. Donc, par exemple, un enfant qui a fait du 4 pattes, qui est passé trop rapidement par le 4 pattes, il peut ne pas avoir suffisamment développé ses réactions parachute. Donc il y a Mhm. d'autres moyens de travailler à cet âge-là, dans les 2 ans. Il peut aussi ne pas avoir assez développé toutes les coordinations différentes entre la tête et le dos, et manquer de dissociation entre les mouvements de la tête et son buste. Donc c'est tout ça qu'il va falloir retravailler aux autres âges. Entre 1 an et demi et on va dire 2 ans et demi, souvent, moi j'utilise plus le fait de grimper en prenant appui sur les bras. On peut pas les repasser à 4 pattes. D'accord. J'utilise aussi des petits sacs de grains où il faut apprendre à les faire tomber en bougeant que la tête. Ouais. Des petits jeux qui apprennent à dissocier la tête du reste du dos. Mhm. J'utilisais Galipette. D'accord. Galipette avant, où l'enfant il met ses mains à plat et on le fait rouler, on lui apprend à enrouler sa tête. Donc ça travaille les réactions parachute, par exemple. Mhm. Je fais tous les jeux de bascule d'un côté, de l'autre, avec les mains en appui devant pour l'alternance des asymétries. Par contre, à partir de 3 ans, en général, on peut beaucoup refaire le 4 pattes et le ramper. Et dès que l'enfant réadhère à ces jeux, là, il faut y aller à fond. D'accord. Ok. Ok, 4 pattes, super. ramper, les petits sacs dans le dos, garder les petits sacs dans le dos. Mhm. Il Ok. travaille beaucoup sur les dissociations, tête, dos, regard, et avec le dos qui bouge dans Mhm. différentes positions. Ok, ça marche. Merci. Avec plaisir. Et utiliser les parents pour 4 pattes. Je pense pour ces tout petits, parfois juste quand le parent se met à 4 pattes, on peut faire passer l'enfant dessous. Moi, je j'ai pas encore fait, mais j'ai regardé des vidéos de danse contact parent-enfant. Donc j'utilise déjà certaines choses, mais on peut beaucoup utiliser le parent pour faire des choses à l'enfant que nous n'arrive pas à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? À quel point, sur les enfants qui peuvent avoir une différence de décalage, bon, on est un peu dans le scoliose aussi, décalage de longueur de jambes et hypotonie aussi, je pense à un petit gars, Enzo, que je suis, qui est aussi très hypotonique. Et je suis un peu, est-ce que je suis un peu bloquée de savoir comment avancer euh, avec lui en sachant qu'il a une différence de longueur de jambe qui est assez importante. Il a vu une professeure à Lyon pour le scoliose qui a dit en tout cas le kiné ne sert à rien et les semelles non plus. Ah oui. Euh, et donc du coup, depuis que la maman elle a enlevé les semelles, l'hypotonicité elle est augmentée davantage. C'est un enfant qui tient pas en place, c'est un enfant qui a même assis, il a besoin d'appui avec les mains pour maintenir sa posture. Elle l'a vu, la maman? Et oui, D'accord. Ok, donc et donc elle a sans au discours du médecin. oui, elle a vu, elle comprend mon discours. Je dis, bon, les semelles, franchement, je pense qu'il a vraiment besoin de mettre en place de nouveau. Mais vu le fait que le professeur à Lyon a dit, ça sert à rien, et le prochain rendez-vous, c'était en 6 mois, plus que 6 mois, parce qu'elle a vu en avril, et le prochain rendez-vous, c'est en février. Elle dit, je préfère attendre, voir ce que ça donne entre un rendez-vous et l'autre. 6 mois, non, c'est beaucoup trop à cet âge-là. Ouais. Et justement, je dis, bon, c'est mieux de mettre les semelles et d'avoir une surveillance tous les 3 mois et de Ouais. vérifier s'il y a un jambe qui monte. Mais je vois Ouais. cet enfant qui régresse Ouais. et c'est un peu Et compliqué. après, mécaniquement, l'hypotonie sur une scoliose, c'est le meilleur moyen de l'aggraver aussi. Donc rien que pour ça, la kiné, elle est justifiée.
On dirait que enfin, c'est pas pourquoi, mais il a dit tout l'inverse. Voilà, je sais pas ce qui se passe pour ce monsieur, mais, mais en tout cas, il faut juste aller voir quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que c'est pas du tout le discours majoritaire en France. Et ce qui est dommage, elle a consulté un professeur à Montpellier. Elle voulait Ouais. prendre le deuxième avis. Le deuxième avis, c'était à Lyon. Et donc, du coup, elle a mis de côté ce que le suivi à Montpellier pour avoir cette suivi de quelqu'un De quelqu'un quoi? ouais, de quelqu'un qui est pas du tout pour le prise en charge kiné. Et, Ah. Bah, à Toulouse, ils sont pour, hein, si jamais. Je sais pas où elle habite, cette maman, mais à Toulouse, à Purpan, ils font tous suivi scoliose avec les radios EOS. Et ben, ils nous, on sont est pour. dans le Drôme. Donc, du coup, c'est, ouais. Après, ouais, elle fera son chemin. Il y a des astuces. Mais l'hypotonie, ouais, et après, en général, l'hypotonie, bon, il y a des, il y a beaucoup les bercements rythmés, ça c'est quelque chose que j'utilise énormément et que je montre dans toutes mes formations pour réguler le tonus. Et après, c'est beaucoup les variations de support, beaucoup les sacs de grains sur la tête. Et il Oui. y a sûrement des réflexes aussi en lien avec l'hypotonie. Ouais, est-ce qu'il y a des réflexes peut-être qui sont non intégrés? Je pense que, Possible. Parfois, le réflexe de Galant, c'est un réflexe quand on passe une main dans le dos, que sur l'un des deux côtés de la colonne, l'enfant, il fait ça, il fait une inclinaison. d'accord. C'est les réflexes de Galant, à tester dans les scolioses. Et après, en lien avec l'hypotonie, c'est le réflexe de Landau, c'est le nourrisson quand il est sur le ventre à 4 mois. Ce réflexe, il émerge autour des 4 mois et c'est l'enfant qui va faire l'avion quand il est content. C'est la joie qui stimule l'émergence de ce réflexe. Et ce réflexe, il peut ne pas suffisamment se développer pour différentes raisons, ou même parfois, moi, j'ai des enfants que j'ai vus à 4 mois, ils l'avaient entièrement, mais quand il y a des choses familiales, ça régresse. Et en fait, il faut juste mettre l'enfant sur le ventre et lui demander de redresser la tête pour aller regarder devant lui. Je sais pas ce qui se passe. Euh, et, euh, et puis voir s'il est capable de redresser la tête facilement et s'il prend appui sur son bassin pour redresser sa tête, ou est-ce qu'il y a que la tête qui soulève et que les extenseurs de la nuque sont pas connectés à tous les extenseurs du dos. Ça, c'est les réflexes de Landau. D'accord. Ouais, là, je travaille pas mal parce qu'au niveau du contrôle de la tête aussi, on voit qu'il était faible, même pour lever la tête dans une position dorsale. Et il avait vraiment galéré, on a travaillé dessus. Maintenant, il est sur la position ventre aussi. On travaille un peu plus de rétraction. Et même, Oui, je travaille aussi l'enchaînement même au niveau des fessiers pour essayer de stabiliser le tronc, le temps qu'il lève une jambe, mais il n'est pas capable, on fait qu'une jambe à la fois avec un soutien pour faciliter au niveau du dos aussi. ouais. Mais bon. Puis après, tout le travail des scolioses qu'on fait classiquement à 4 pattes aussi, en kiné, avec soulever un bras, une jambe, tout ce travail-là, et cite aussi les extenseurs. Merci. Par rapport à la prévention des troubles du neurodéveloppement, est-ce que ça vous fait penser à certains enfants que vous voyez grands et vous dites ça, il y aurait forcément eu des choses plus tôt, ou des enfants que vous avez vu bébé, est-ce que ça vous fait penser à des enfants que vous voyez? Est-ce que vous faites le lien entre l'émergence, entre le développement de la motricité et les troubles du développement, mais vastes? Est-ce que c'est clair pour vous? Comment la motricité va influencer. C'est vrai que la danse webinaire, je l'ai pas développé, mais parfois je développe plus. La motricité, elle va vraiment influencer tout le tonus postural, toute la motricité, mais elle va aussi influencer les interactions sociales, l'estime de soi. Est-ce que vous faites facilement le lien avec tout ça? La concentration. Et classiquement, je ne sais pas si vous voyez souvent, mais les enfants hypotoniques, des enfants qui se tiennent comme ça. Je parle pas Je des adolescents, je parle des petits enfants. Est-ce qu'ils ont plus tendance à se dévaloriser? pense que oui. C'est pas systématique, mais il y a quand même souvent un lien entre la posture, le tonus de l'enfant et ses capacités relationnelles, son estime de lui, ses capacités d'attention. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose.
Et même, je pense à un enfant dans la classe, mon mari, il est inscrit dans la classe de CPC1. Mm. Et je pense, justement, suite à cette formation, à un enfant qui est dans sa classe en ce moment, qui est en C1, qui a des troubles dans l'apprentissage. Le moment, bon, euh, c'est aussi le moment d'une amie de ma fille. Et je sais qu'elle s'inquiète beaucoup pour cette fille en disant, bon, je sais pas comment faire. Mon mari, il dit, je pense pas que les troubles d'intellect sont si importants que ça, mais égal à l'enfant. Et je me demande s'il n'y a pas des troubles de réflexes qui nous ont été intégrés quand elle était plus petite. Toujours, hein. Après, il y a certains enfants qui ont des troubles de réflexes et qui comprennent super, super bien. Moi, quand j'ai fait la formation sur les réflexes, j'avais plusieurs réflexes à travailler alors que j'ai jamais été en difficulté à l'école. C'est pas systématique, mais quand il y a des difficultés scolaires, pour l'instant, j'ai toujours eu des réflexes à travailler. Et j'ai travaillé 1 an dans un cabinet d'orthophonie, j'ai arrêté avec ma deuxième grossesse, mais je travaillais que sur les réflexes 1 fois par mois. Les enfants continuaient leur suivi orthophonie normale et les orthophonistes, elles m'ont dit c'est génial, ils progressent beaucoup plus vite. Ouais. Des enfants avec des troubles 10 hyper sévères, je voyais les pires cas du cabinet, ceux avec lesquels elles avaient l'impression de plus avancer. On avait fait ça un peu comme une expérience. Moi, je travaillais que sur la motricité et elle sur les troubles des apprentissages et ouais, ça marchait vachement bien. Après, est-ce qu'on peut avoir les enfants qui arrivent à être assez bien sur le plan sportif? Donc, cette petite, elle fait du judo, je pense, et elle s'est pas mal dans le sport à l'école. Mais Oui, est-ce qu'on peut avoir les enfants sportifs qui ont quand même ces soucis au niveau de oui, réflexe? oui, bien sûr. Oui, oui, le sport, ça va pas toujours suffire à intégrer les réflexes. D'accord. Oui, c'est des exercices très spécifiques pour aller agir sur le schéma réflexe en particulier. Même si après, quand moi j'arrive à repérer le réflexe sur lequel il faut travailler, enfin le ou les réflexes, il y a quand même des activités qui vont favoriser l'intégration du réflexe. Bonjour. Bonjour, oui, Je voulais rebondir sur tous les réflexes archaïques. Moi, j'habite à La Réunion oui, et on travaille justement sur les TND. Il y a des groupes de travail dedans pluridisciplinaires pour essayer de faire oui, avancer les choses. oui, Et je suis formée à plusieurs méthodes de neurodéveloppement, mais pas tout ce qui est justement réflexe archaïque. Et oui, même si je les connais, ce concept de les faire intégrer à l'enfant, oui. est quand même pour moi un peu nouveau. Je sais que ça fait quelques années qu'on en parle, mais c'est encore un peu flou pour moi et puis je me demandais est-ce que c'est possible, ou ça serait possible de voir avec les organismes de formation, de peut-être, venir faire une formation. Alors je ne sais pas si c'est possible en visio, sinon si c'est mieux en présentiel, La Réunion? d'apprendre là-dessus, quoi. Une formation sur les réflexes archaïques, pas forcément sur tout le développement neuromoteur, parce qu'il y a quand même pas mal de professionnels qui sont déjà formés au développement neuromoteur, mais vraiment sur cette histoire d'intégration de réflexes, Oui. des techniques. Vous pouvez m'écrire en message privé? Oui, On d'accord. répondra en message privé. Ça va. Je vous Euh, enverrai un message avec, de l'association des kinés pédiatriques de La Réunion. oui, oui, merci. D'accord. Mais après, oui, il n'y a pas. Bullinger, je connais très très peu de ce que j'en connais. C'est beaucoup plus sur la régulation tonico-posturale, enfin le cocon, la mise en forme du corps. Les réflexes archaïques, c'est très spécifique sur le schéma moteur. Ça veut dire qu'un réflexe, c'est un mouvement. Par exemple, le réflexe de l'endo, c'est la joie qui est reliée au tonus des extenseurs. Le réflexe tonique labyrinthique du cou, c'est une stimulation vestibulaire en flexion, enfin, en avant ou en arrière, qui est reliée au tonus des fléchisseurs ou des extenseurs. Et à chaque fois, pour chaque réflexe, donc dans les techniques des réflexes, il y en a une trentaine sur lesquelles on peut agir. Pour chaque réflexe, il va falloir apprendre à la personne, donc que ce soit un nourrisson, un enfant ou un adulte, en fonction de son âge, il va falloir apprendre à la personne à dissocier le stimulus de la réponse motrice. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans, quand sa tête elle se penche en avant, ça doit plus du tout influencer le tonus des fléchisseurs ou des extenseurs. C'est la même chose s'il tourne la tête à droite, ça ne doit pas changer le tonus. Par exemple, il y a un test pour réflexe tonique asymétrique du cou. On place l'enfant comme ça, les deux bras allongés devant lui, il ferme les yeux, on lui fait tourner lentement la tête d'un côté de l'autre et on regarde s'il y a un bras qui fléchit.
Si c'est le cas, c'est un réflexe tonique asymétrique du coup qui n'est pas intégré. Donc chaque réflexe, il y aura plusieurs tests très spécifiques, plusieurs techniques très spécifiques qui vont agir sur la sensorialité et sur la réponse motrice. Donc c'est pas, je pense que c'est quand même assez différent. Même si bien sûr tout le travail sur l'allongement de la chaîne postérieure, le cocon, va largement contribuer à l'intégration des réflexes, ça reste encore pas assez spécifique de chaque réflexe et de tout ce qu'il y aura encore à travailler avec chaque enfant. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Après, voilà, je reste disponible par mail, enfin sur mon site, hein, vous trouverez mon adresse mail facilement et vous pouvez m'envoyer vos messages ou vos questions. Avec SSK Formation, je propose une formation à Toulouse, c'est tout début décembre. Et la partie bilan, on l'a développée en ligne parce qu'en général, au tout début, cette formation, je la faisais en 3 jours et ça faisait beaucoup trop d'informations en une seule fois. Et pour rendre la formation plus digeste, il y a 2 visios avant qui sont sur le bilan et on va regarder ensemble des vidéos, commenter ensemble des vidéos. Et les 2 jours de présentiel qui sont plus sur les techniques neuromotrices du nourrisson. Là, c'est vraiment nourrisson, donc toutes les techniques de réflexe, mais aussi neuromotrices, c'est-à-dire que la méthode Feldenkrais, elle va de toute façon agir sur l'intégration des réflexes. Une fois moi, les techniques des réflexes, elles me servent à comprendre sur quel schéma il faut agir précisément. Mais pour agir sur la motricité, j'utilise beaucoup la méthode Feldenkrais avec le nourrisson et l'enfant de 2 et l'enfant de 2 à 8 ans. Donc avec SSK Formation, voilà, il y aura cette formation à Toulouse. Et après cette formation, en vrai, elle est en 2 modules. Là, c'est la première fois que j'interviens avec SSK. Cette formation, elle a un 2e module en présentiel qui est plus poussé sur les enfants avec troubles neurologiques du développement. C'est-à-dire que la première formation, on va beaucoup aborder la vision Feldenkrais du mouvement. C'est une analyse qui est très précise du mouvement. Et moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas pour l'instant, des kinés qui étaient déjà formés en pédiatrie et qui venaient en formation, ils n'auraient pas pu faire que le module 2 parce qu'il y a des choses dans l'analyse du mouvement qui avait besoin d'être développées. Et donc la première formation, c'est pour des enfants qui vont assez bien, même s'il y aura de toute façon des techniques, même déjà pour les bébés neuro. C'est plus pour la plagio, le torticolis congénital, les prématurés, mais sans gros troubles. C'est pas pour les enfants polyhandicapés, on va dire. C'est très adapté pour des enfants qui vont marcher. Par exemple, le petit Gaëtan, là, c'est vraiment toutes les techniques que j'ai utilisées avec lui, je les montre dans le module 1. Dans le module 2, c'est vraiment beaucoup plus neuro-lourd. Des enfants qui s'assoient pas, qui n'ont pas le port de tête, chez qui on va utiliser d'autres passages pour venir s'asseoir, on va vraiment utiliser autre chose avec les enfants qui vont pas bouger de d'autres techniques. Enfin, c'est les mêmes techniques, mais plus poussées, ce sera pas les mêmes passages. Donc voilà les 2 modules que je propose en présentiel. Et après, en ligne, c'est les mêmes techniques, mais pour les enfants de 2 à 8 ans. Et avec toutes ces techniques, comment intégrer les réflexes c'est chez les enfants qui ont du mal à adhérer au traitement kiné, comment à continuer d'allonger la chaîne postérieure chez ces enfants-là de plein de manières différentes, de manière très riche et très ludique. Ouais. Et plein de techniques pour les enfants de 2 à 8 ans. Avec les nourrissons, non, il n'y a pas de nourrissons sur place avec des poupons. Par contre, le module 2, j'ai demandé à ce qu'il y ait des consultations sur place. Mais la première, il y a des films de consultation, je montre des films et on travaille sur des poupons ensemble. Mais c'est en cours d'étude qu'il y ait plus de consultations pendant la séance, pendant les formations. C'est quelque chose que j'aimerais, mais qui n'est pas facile à mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci pour vos questions, pour votre présence. Et puis,
Et voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les formations ou autres, voilà, je reste disponible pour vous. Merci beaucoup à tous. Je vais mettre fin à la réunion et puis je vais envoyer la bibliographie et le replay à SSA. Bonne reprise de travail. Merci.